Bienvenue sur Oval, le podcast 100% rugby. Ici on parle de rugby sous toutes ses formes, l'actualité brûlante, les matchs du week-end, la stratégie, l'analyse, bref, le rugby dans son ensemble. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify, sur Apple Podcast et sur YouTube. Alors abonnez-vous pour ne rien manquer. Bienvenue dans ce nouvel épisode, je suis trop content de démarrer un deuxième épisode de Oval. Installez-vous, prenez place, c'est parti. On va démarrer tout de suite avec l'actualité brûlante de la semaine, avec une lourde nouvelle. C'est d'ailleurs assez triste d'apprendre que Winnie Atonio arrête sa carrière suite à des gros soucis cardiaques. Il était en soins intensifs, donc c'est quand même vraiment pas rien. Je suis perturbé par cette annonce parce que c'est un joueur de très haut niveau et surtout c'est quand même un sacré personnage. C'est Winnie, en quelques chiffres, c'est plus de 350 matchs avec La Rochelle, c'est 68 sélections avec l'équipe de France, 2 coupes d'Europe, c'est deux tournois à destination avec l'équipe de France, donc c'est quand même du costaud. Je suis perturbé par cette annonce. C'est en plus c'est le gros nounours, c'est le mec que t'as envie de côtoyer dans la vie de tous les jours. Je suis sûr c'est un mec hyper adorable, c'est le mec qui a l'air d'être hyper bienveillant, donc ce genre d'annonce ça perturbe toujours, c'est quand même assez violent et franchement ça fait mal au cœur d'apprendre ce genre de décision, donc force à lui, force à toute sa famille, et j'espère que tout va aller pour le mieux pour lui. J'espère pourquoi pas le voir au bord des terrains rapidement, notamment dans le staff de La Rochelle si tout va bien, donc toute ma force pour lui et sa famille, et j'espère que ça va aller pour lui. Allez, actualité aussi brûlante en approche, le 6 Nations qui approche à grands pas. Premier match jeudi prochain contre l'Irlande, ça approche vraiment, donc je me suis dit que c'était un sujet d'actualité, que ça serait chouette d'en parler. Je sais que c'est l'événement quand même qui est très attendu en France. Je parlais la semaine dernière avec un ami qui joue pas au rugby mais qui suit vachement les matchs et qui me disait qu'est-ce qui me tarde là d'être le dimanche, il pleut dehors, t'es devant ta télé à regarder un crunch, un France-Irlande, un France-Italie, ça va être excitant. Donc j'avais envie d'en parler un peu. Je me suis dit que ça pourrait être sympa de sortir 10 anecdotes sur le tournoi Destination qu'on connaît pas forcément, que tout le monde ne connaît pas, et pourtant c'est une compétition hyper prestigieuse. Alors déjà, est-ce que tu sais pourquoi ça s'appelle le tournoi Destination ? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'origine ça s'appelait le Home Nation Championship, qui a été créé en 1883, et ça réunissait que les nations britanniques. Donc il n'y avait pas la France, il n'y avait pas l'Italie. C'est en 1910 que c'est devenu le 5 Nations. La France est arrivée en 1910 du coup, et c'est devenu que le 6 Nations en 2000 avec l'arrivée de l'Italie. Voilà, donc c'est pour ça que maintenant on est sur les 6 Nations et que ça n'a pas bougé depuis 26 ans. Deuxième anecdote, l'Italie elle est arrivée en dernière, elle est arrivée qu'en 2000, et ça a fait pas mal débat parce que ils avaient souvent la cuillère de bois, etc. Même si ça s'est un peu rétabli là avec quelques victoires intéressantes, des jeunes qui sont arrivés, une dynamique vraiment de l'Italie. Notamment une victoire en 2015 contre l'Angleterre qui avait été assez exceptionnelle. Donc voilà, ça fait toujours débat. Petite anecdote, ça fait que 26 ans qu'ils sont dans le tournoi Destination. Est-ce que tu savais que c'est le trophée le plus ancien du rugby international ? C'est la plus vieille compétition qui existe au monde. La Coupe du Monde, par exemple, elle existe que depuis 1987. Donc c'est très vieux. Je te disais 1883, le premier match du tournoi à Destination. Donc c'est très vieux. Quatrième anecdote, le Grand Chelem, c'est pas un trophée. Je sais pas si tu le sais. Qu'est-ce que c'est le Grand Chelem ? C'est gagner l'ensemble des matchs du tournoi. Donc il y a 5 matchs par équipe. Si tu gagnes les 5 matchs, tu gagnes le tournoi, mais tu fais ce qu'on appelle le Grand Chelem. Donc c'est pas un trophée, il y a rien de remis, mais c'est juste la valeur de se dire qu'on a obtenu le Grand Chelem, on a gagné tout le monde. 5e point, la cuillère de bois. Est-ce que tu sais ce que c'est ? En fait, pour te la faire courte, c'est
l'inverse du Grand Chelem, c'est tu perds tous tes matchs, il y a rien d'officiel, on a juste cette un peu histoire qui est voilà, quand tu perds tous tes matchs en 6 nations, on appelle ça la cuillère de bois, avoir la cuillère de bois. Donc c'est très simple, mais c'est pareil, c'est pas un trophée qui est vraiment officiel, c'est juste une tradition un peu moqueuse qui est restée sûrement venue des Britanniques, mais voilà. 6e anecdote, l'Angleterre contre l'Écosse, c'est la plus vieille rivalité qui existe. Ce duel existe depuis 1871. C'est le premier match international de rugby de l'histoire, pour info. Donc ça fait vraiment un long moment qu'il y a une rivalité anglaise et écossaise. Aujourd'hui, ça s'appelle la Calcutta Cup. Je pense que tu as déjà entendu, à chaque fois qu'il y a un Angleterre-Écosse ou Écosse-Angleterre, il y a la remise pour le coup d'un trophée qui s'appelle la Calcutta Cup. Petite anecdote, ce trophée, il est en roupie fondue. Voilà. Donc c'est intéressant. 6e point. Donc le 7e, c'est sur le Stade de France. Je sais pas si tu le sais, mais c'est pas le stade historique. Ça n'est pas toujours joué. La France n'a pas toujours joué au Stade de France les 6 nations. Avant 1998, la France jouait au Parc des Princes. Donc ça a changé depuis. Maintenant c'est quasiment tout le temps au Stade de France. Voilà pour la 7e anecdote. 8e anecdote. Ce qu'il faut savoir, c'est que le tournoi ne se jouait pas tout le temps en février ou en mars. Des fois, ça se jouait plus tard, même des fois très tard dans l'année. Il y avait des matchs qui étaient joués en avril, donc ça a pas toujours été figé au février-mars comme on a l'habitude de l'avoir actuellement. Autrefois, par rapport aux conditions météorologiques, etc., ils adaptaient les dates, donc des fois ça se jouait en plein mois d'avril, de mai, une fois que la saison était quasiment terminée. 9e anecdote, le point de bonus offensif dans le tournoi Destination. Il est assez récent, il existe depuis 2017. Avant c'était une victoire à 4 points, il y avait le bonus défensif, mais le bonus offensif n'existait pas. Pourquoi le bonus offensif a été mis en place? Forcément, c'était pour dynamiser le jeu, favoriser les essais, favoriser l'attaque, et donc obtenir un point de plus si on marquait un essai en plus. Anecdote, je pense, la plus croustillante, la France a déjà été exclue du tournoi des 6 nations. Enfin, à l'époque, ça s'appelait le tournoi des 5 nations. De 1930 à 1947, la France a été exclue pour différentes raisons. La première, c'était à cause d'accusations de professionnalisme, c'est-à-dire payer des joueurs en excès, etc. Et surtout de violence sur le terrain. Donc de 1930 à 1947, la France n'a pas disputé officiellement le tournoi des 5 nations. Ils sont revenus en 1947 définitivement jusqu'à aujourd'hui, mais du coup pendant 17 ans il n'y a pas eu d'équipe de France au tournoi des 5 nations, donc ça c'était quand même quelque chose de fort. Voilà pour les petites anecdotes du 6 nations. On va enchaîner avec l'actualité on va dire française. Pro D2 19e journée et top 14 16e journée. Il y a une belle journée de Pro D2 qui va encore s'annoncer. Le premier match, c'est ce soir entre Oyonnax et Vannes. 5e pour Oyonnax, 1er pour Vannes. Je pense que ça va être très très costaud. Oyonnax a besoin de points si elle veut rester dans le top 6. Donc, à mon avis, belle journée en perspective. On a un Agen qui reçoit Nevers. Tu le sais, je suis supporter du SUA. Ça va être du costaud. Agen a besoin de points. Ils sont 8e, Nevers est 7e. Clairement, il faut gagner si tu veux rester proche du top 6. Donc, match hyper engagé. J'espère une victoire d'Agen à domicile parce qu'il y a besoin de points pour rester en haut du classement. Et le troisième match que j'ai ciblé, c'est Mont-de-Marsan contre Brive. Mont-de-Marsan qui lutte pour son maintien, qui semble bien démarrer là, qui a fait un bon petit bloc et j'espère va bien finir. En tout cas, ils ont bien démarré l'année. Qui joue contre un Brive en demi-teinte, ça dépend. Donc en tout cas, ça vise la qualif. Actuellement, ils sont 6e. Ça s'annonce être assez costaud. Donc voilà, vraiment une belle journée de Pro D2 qui s'annonce. Il y a plein d'autres matchs qui sont hyper intéressants, mais ça va être du costaud. En top 14, pour le coup, ça va être particulier parce que il y a plus les internationaux. Enfin, il n'y a pas les internationaux. Certains ont été relâchés pour pouvoir jouer en club ce week-end. Mais très très belle journée en perspective. On a Montpellier contre Stade Français qui devrait être très croustillant. On a un Stade Français qui vient d'aller gagner à Bordeaux, donc pourquoi pas aller essayer d'aller gagner aussi à Montpellier. Ils sont actuellement 3e, Montpellier qui est 7e. Montpellier a envie d'accrocher ce top 6, donc c'est clairement l'occasion de rentrer dans les 6.
faut gagner le Stade Français. Un gros morceau qui va arriver. Il y a un Castres Clermont qui va être alléchant. C'est pas les équipes les plus médiatisées, mais on sait que Castres vient d'aller gagner à Bayonne. Ça a clairement envie d'enchaîner. Clermont qui vient de gagner La Rochelle à la maison. 8e contre 5e, ça annonce quand même un très beau match. On a un Racing Perpignan où là, pour le coup, on a besoin de points. On a vraiment besoin de points. Perpignan, qui commence à sortir la tête de l'eau avec un bonus offensif contre Montauban. Le Racing qui a gagné de justesse contre Lyon le week-end dernier. Il y a besoin de points. Pas évident. On a un La Rochelle-Lyon. Alors ça va être le match, je pense, à ne pas louper. Parce que La Rochelle, avec ce qui vient de se passer pour Uini Antonio, clairement, ils vont avoir les crocs, ils vont vouloir gagner contre Lyon. Lyon est actuellement 12e. La Rochelle a envie d'aller chercher ce top 6 absolument. Ils sont éliminés de la Champions Cup, donc ils n'ont pas le choix. À suivre. On a un Montauban contre Bordeaux-Bègles. Le petit poussé Montauban qui a des armes pour essayer de lutter à domicile contre UBB, donc ça devrait être sympa aussi. On a un Toulouse-Bayonne, un Toulouse qui roule sur tout le monde. On a un Bayonne qui vient de perdre à la maison et qui a peut-être envie de se racheter à l'extérieur. Ça serait la perf quand même de rêve d'aller taper Toulouse. Et dernier match de la journée, on a un Pau-Toulon. Pau qui a quelques joueurs relâchés, je pense à Grandidier, Arfeuil, donc si ça joue, on devrait avoir une très très belle affiche le dimanche soir. Toulon qui va avoir besoin de rester 2 points pour pouvoir rester dans les 6. Pau qui a envie de continuer à accrocher le haut du classement. C'est la grosse affiche quand même de la journée. 2e contre 4e, ça s'annonce vraiment costaud. Allez, petit prono pour cette journée. Honnêtement, je vois que des victoires à domicile. Je vois un match à l'extérieur qui devrait se profiler assez facilement, la victoire de l'UBB à Montauban, parce que l'UBB on le sait, ça veut prouver qu'on est capable de jouer sur la Champions Cup et le top 14. Ils sont 6e actuellement, ils ont besoin d'aller chercher des points. Je vois une victoire quand même de l'UBB. Après, pour le reste, un Toulouse qui devrait gagner, je pense, contre Bayonne assez facilement, même s'ils vont être privés de pas mal d'internationaux, ça devrait le faire. On a un Pau à la maison, quand même, c'est intraitable, même si Toulon, c'est peut-être un peu une bête noire parce que c'est costaud devant. Je pense quand même une victoire à mon avis, de Pau qui devrait se dessiner. Il y a quelques matchs qui vont être accrochés, je pense à un Montpellier Stade Français, c'est possible un Racing Perpignan aussi, peut-être un Perpignan qui cherche d'aller grappiller des points, donc pourquoi pas, mais voilà, je pense globalement que des victoires à domicile, une victoire de l'UBB à l'extérieur et peut-être un exploit d'une équipe, à voir. Pourquoi pas un Stade Français à Montpellier, même si je pense qu'ils vont être privés de quelques cadres, je pense notamment à Meliki Zermele. Voilà, surtout des victoires à domicile pour cette journée. Affaire à suivre, réponse dimanche soir. Allez, on va parler de stratégie maintenant. J'ai décidé d'aborder un thème de plus en plus d'actualité dans le rugby, la dépossession, le jeu en dépossession. Alors qu'est-ce que la dépossession? Pourquoi elle est utilisée? Comment elle est utilisée? On va en parler maintenant. Le jeu en dépossession, pour moi, ça consiste à accepter, voire rechercher de ne pas avoir le ballon pour mieux contrôler le territoire, le rythme et les erreurs adverses. Donc c'est-à-dire rendre le ballon, ne pas l'avoir. C'est un peu le fait de dire tiens le ballon si tu le veux, mais tu vas jouer là où j'ai décidé, sous pression, et tu finiras sûrement par te tromper en ayant le ballon et c'est moi qui vais gagner le match. C'est un peu cette idée-là. Concrètement, ça repose sur un jeu au pied fréquent, de pression et surtout précis. En fait, l'idée c'est d'être dans l'occupation avant la possession, et c'est ça passe par une pression en défense constante, forcément des duels aériens, des ballons hauts, des contests dans les airs, et surtout une discipline de fer, parce que c'est clair que si t'es dominé, c'est impossible de mettre ça en place. Donc peu de pénalités concédées, et enfin une capacité à marquer sur le peu d'occasions de tas, c'est-à-dire être hyper réaliste. On parle souvent de pragmatisme. Voilà pour les grandes lignes du jeu en dépossession. En fait, le principe clé, c'est la domination du territoire plutôt que la possession, jouer sur les erreurs adverses, et par contre un enchaînement offensif dès qu'on a le ballon, et être très pragmatique. C'est souvent être plutôt patient plutôt que faire du volume de jeu, et c'est surtout une vraie efficacité, à l'inverse un peu du spectacle du coup. C'est être réaliste, pragmatique. C'est ça le jeu en dépossession.
il y a quand même 3 équipes emblématiques dans ce style de jeu. La première, c'est l'Afrique du Sud. On a tous en mémoire ce quart de finale de Coupe du Monde contre la France, où on est dominateur sur toutes les statistiques quasiment possibles et inimaginables. On a la possession, on a l'occupation, le nombre de mètres parcourus, on est largement dominateur, on a beaucoup plus de franchissements, mais à l'arrivée, voilà, c'est nous qui perdons. Donc c'est pour moi la référence absolue dans ce jeu moderne. C'est un jeu au pied massif et hyper précis, que ce soit par le 9 ou par le 10. C'est une défense ultra agressive sur les les contre-rucks, etc. Et surtout, voilà, c'est une domination des collisions, etc. Pour reparler du match du quart de finale France-Afrique du Sud, en quelques chiffres, c'est les Français qui ont 63% d'occupation, c'est 524 mètres parcourus pour les Français contre 400 pour les Sud-Africains, c'est 82 franchissements pour la France, 36 pour l'Afrique du Sud, c'est 43 défenseurs battus pour la France contre seulement 12 pour l'Afrique du Sud. Les seuls stats où on est dominé, c'est évidemment le nombre de plaquages, ils en ont fait beaucoup plus que nous, et les mêlées. Mais pour tout le reste, on a été supérieur sur toutes les statistiques, mais à l'arrivée, c'est eux qui gagnent d'un point. Donc c'est quand même incroyable, le jeu en dépossession, ça défie un peu les statistiques. La deuxième équipe qui le fait très très bien, et je pense que tu l'as en tête, c'est l'Irlande. Il y a peut-être un peu plus de subtilité, ils jouent beaucoup en dépossession, mais ils ont la capacité quand même de pouvoir tenir le ballon. Je pense notamment quand ça rentre dans les 30 mètres, ils sont souvent très patients, ils ont une grosse maîtrise du ballon, mais derrière, quand ils sont dans leurs 40 mètres, ça cherche pas à comprendre, c'est de la dépossession. Il y a un jeu au pied qui est d'ailleurs très stratégique souvent, ça joue dans les angles avec une pression, notamment je pense à Pendergast, avant Sexton, mais aujourd'hui Pendergast, qui passe beaucoup par du jeu au pied de pression avec des ailiers qui montent fort. Ils sont très très forts à ce niveau-là. Je pense que là, sous la pluie, pendant les 6 nations, ça va encore être un peu leur marque de fabrique. On verra, mais en tout cas, c'est clair que c'est une des équipes qui l'exploite très très bien aussi. Et la troisième équipe à laquelle j'ai pensé, c'est dans le top 14, c'est Pau qui le fait merveilleusement bien, avec actuellement un jeu de dépossession aussi où ils sont très très forts. Ils ont des ailiers qui sont athlétiques, beaucoup de joueurs qui sont aériens. Je pense notamment à Arfeuil, Grand Didier, Mandox ou encore Laclaya. Non, je déconne. Lui, c'est pour voir si tu suivais. Lui, par contre, il a un vrai intérêt dans ce jeu de dépossession, mais pas sur les jeux au pied aérien, mais plutôt sur le mêlée. Pourquoi? Parce que quand tu joues en dépossession, il y a du jeu au pied. Quand il y a du jeu au pied, il y a des duels aériens. Quand il y a des duels aériens, il y a des en avant. Quand il y a des en avant, il y a des mêlées. Donc, l'importance d'avoir un Thomas Laclaya dans ton effectif, c'est que si tu as une bonne conquête, tu peux jouer en dépossession. Voilà. Donc, il est là l'intérêt d'avoir aussi des joueurs costauds. Si tu regardes la mêlée de l'Afrique du Sud, elle est juste monstrueuse. Je pense d'ailleurs que c'est la meilleure mêlée du monde. Donc voilà, l'intérêt du jeu en dépossession, c'est ça. Il y a quand même des limites à ce jeu, même si souvent c'est quand même, quand c'est bien fait, c'est très très efficace. La limite que ça peut avoir, c'est d'avoir une charnière qui est peut-être un peu imprécise sur les jeux au pied. C'est un peu la limite. Tu peux avoir des jeux au pied mal dosés, ou parfois si t'es pas bon sur tes jeux au pied, tu t'exposes à des relances. C'est un peu pour moi l'une des, si ce n'est la seule limite qu'il peut y avoir sur le jeu en dépossession. On peut éventuellement aussi dire que c'est exigeant quand même physiquement, parce que ça veut dire que quand tu rends tout le temps le ballon, tu défends tout le temps, et qui veut dire si tu défends, ça veut aussi dire que tu laisses du jus. Donc c'est quand même exigeant physiquement, même si souvent les équipes qui pratiquent ce style de jeu sont prêtes plutôt physiquement. Je pense notamment à l'Afrique du Sud, ils sont juste monstrueux physiquement. Donc jouer en dépossession et beaucoup défendre, ça leur pose pas de problème, surtout avec la deuxième et la troisième ligne qu'ils ont. Le troisième point qui peut être une limite sur la dépossession, c'est quand t'es mené, que tu cours après le score. Jouer en dépossession, c'est pas toujours évident, ça a même parfois des risques, parce que forcément si tu rends le ballon, que c'est compliqué d'aller marquer des points. C'est pour moi les 3 points un peu limites.
Si je pourrais conclure sur le jeu en dépossession, je te dirais que clairement c'est une des armes du rugby moderne. C'est une arme stratégique qui est redoutable. Mais le petit hic, c'est que voilà, c'est très exigeant physiquement et tactiquement. Voilà, c'est un vrai skill à maîtriser, notamment sur la précision des jeux au pied et les montées défensives. J'avais dit que je trouverais un lancement chaque week-end intéressant, un lancement en première main. Il y en a eu deux vraiment, il y en a eu d'autres, mais j'en ai retenu deux vraiment magnifiques. Le premier, c'est en Pro D2, c'est Valence Roman qui nous a sorti une juste magnifique passe au pied sur un lancement, touche, molle. Ça avance bien, il y a avantage sur molle, 9, 12. 12 qui donne dans le dos avec le 13 qui coupe pour le 10. Le 10 porte un peu, il voit que c'est décalé, passe au pied pour l'ailier dans un timing qui est parfait. L'ailier qui finit avec un crochet inter juste magnifique. Donc franchement, je vous mettrai la vidéo, elle est juste incroyable. Et le deuxième essai, le deuxième lancement qui se conclut sur un essai, c'est Toulon qui l'a fait, juste magnifique. Certes, on est d'accord qu'il y a un exploit individuel à la finition, mais franchement, l'essai est quand même très très beau parce qu'il y a un beau lancement au départ. Touche, lancement, 9, 10, 10 qui donne au 12. Le 12 porte un peu à la corde, le 13 vient couper, ça redouble pour le 10 qui vient dans le dos. Il y a le 15 qui vient en coupe sur le 10 et il y a l'ailier qui était côté intérieur qui vient dans le dos du 15 qui est venu couper, donc ce qui fait qu'on a en fait une redoublée puis une dos, et ensuite t'as Gaël Dréan qui termine clairement l'action, mais voilà, c'est quand même un lancement qui est quand même sympa, sur la vitesse en tout cas ça crée un décalage, et il termine hyper bien, il marque un essai qui est juste magnifique, mais du coup voilà, je trouve que c'était un lancement qui était vraiment sympa. Il y en a eu d'autres, j'en ai vu des super sympas, mais c'est les deux principaux que j'ai retenus pour cette journée-là. On arrive à la fin de ce podcast. C'était encore un plaisir de faire un nouvel épisode. Je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, régalez-vous devant la Pro D2, le top 14. Préparez-vous sagement pour les 6 nations qui approchent à grands pas. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, partager, envoyez-moi un petit message, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt. Ciao, ciao.